Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en cette soirée du 10 janvier 2021. Bienvenue à votre émission, le décryptage de la semaine avec notre consultant politique, Agapite Napoléon Mafourkan, qui est déjà à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes par ailleurs expert électoral et justement nous parlerons des questions qui touchent bien évidemment au processus électoral puisque la Cour constitutionnelle a rendu son verdict ce 7 janvier 2021 suite au recours sur le parrainage et la prorogation du mandat du président de la République et puis des réactions s'en sont suivies bien évidemment. Les dernières réactions, ce sont les réactions du professeur Joël Aïvo, par exemple, du Parti Les Démocrates. Mais avant, nous parlerons de nos plateaux avec Nadin Kokodé, qui est l'un des requérants, justement, qui trouve que cette décision est politique et que c'est une bonne décision, en tout cas, pour son mouvement encore. Agapite Napoléon Mafourkan, Nadin Kokodé, requérant, il trouve que la décision, elle est bonne, mais elle est politique. Elle est bonne pour son mouvement, oui. Mais qu'elle est politique. Écoutez, en principe, nous ne devons plus... Oui, on peut commenter. Je retiens ça du professeur Olo, et membre de la Commission constitutionnelle, ancien président de la Cour constitutionnelle, qui disait, alors qu'il était ministre, 90, 91, dans les années 90, que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours, mais elles sont susceptibles de commentaires, de critiques. Donc, du coup, chacun peut aller dans le sens qu'il veut. Ça, on ne peut le dénier à personne. Après, il se fait que c'est des décisions qui ne sont susceptibles d'aucun recours. Et donc, vous comprenez certaines frustrations parfois de certains qui utilisent parfois des formules un peu trop péremptoires pour pouvoir se vider quand ils n'ont pas gain de cause devant le juge constitutionnel. Donc, c'est un peu ça, dans cette logique, il faut insérer les réactions des plateaux de ce matin, que ce soit Nadé Kokodé, que ce soit Diarra, et de l'autre côté, ce duel. Voilà, sur le duel. Vous comprenez que, et avant, le parti Les Républicains, les démocrates, quand vous avez dit, donc le parti Les Démocrates, quand vous les écoutez, vous comprenez que ils sont déçus, sans doute, tout à fait, mais ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument, parce qu'ils parlent de décisions politiques. Mais justement, c'est ce que la Cour a refusé de faire. La Cour a refusé d'outrepasser ses compétences et de rester dans les normes de ses compétences. Et c'est ça qu'eux ne comprennent pas. Soit ils sont trop jeunes, soit ils ont été paresseux en ne lisant pas la littérature, la jurisprudence et tout ce qui a été écrit sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et même sur le contrôle constitutionnel, le contentieux constitutionnel. Ils n'ont pas su lire beaucoup de choses là-dessus. Alors, tout le monde ne peut pas être spécialiste de tout. Ça, c'est une évidence. Alors, donc, soit ils manquent d'humilité, de savoir qu'ils n'ont pas compétence à commenter. Et quand on n'a pas compétence à commenter, on se réfère aux spécialistes de la question. Donc, moi, quand je vois tout la peuple de réactions, je vois qu'il y en a qui ne comprennent pas de quoi on parle. Quand on parle du contentieux constitutionnel, quand on parle du juge de constitutionnalité, quand on parle du domaine de constitutionnalité, c'est des secteurs très, sur le plan du droit technique. Et lorsqu'on en parle entre connaisseurs, entre ceux qui ont touché au moins une fois le sujet, ceux qui ont peut-être lu. Voilà, on n'a pas besoin d'être agrégé pour ça. Même un self-made man, c'est-à-dire qu'un autodidacte, pour peu qu'il se donne la latitude de comprendre le domaine, il y a suffisamment de la littérature pour ça. Et donc lorsqu'on dit une décision politique, mais le côté politique est où? J'ai lu des gens disent, oui, mais ils ont dit qu'ils sont incompétents. Ils sont incompétents. Mais qui a alors la compétence? Mais la compétence revient au peuple. Les gens disent, ceux qui m'ont créé, c'est-à-dire qu'ils sont chargés de faire le contrôle de constitution, donc la régularité des actes parlementaires, des actes réglementaires par rapport à la Constitution, par rapport d'abord au texte de la Constitution et peut-être à l'esprit de la Constitution. Peut-être, je dis peut-être, parce que là encore il y a débat. Alors, comment vous voulez, organe créé par la Constitution, alors que votre rôle, c'est de contrôler la régularité des actes pris, leur conformité à la Constitution. Et maintenant, vous vous érigez en juge du contenu de la Constitution. Est-ce que la Constitution peut être contraire à la Constitution? Oui. Est-ce que la Constitution promulguée peut être contraire à la Constitution? Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous pouvez être ou ne pas être, ou bien oui? Voilà la question. Est-ce que vous pouvez être ou ne pas être vous?
Vous ne pouvez pas. C'est illogique. Il n'y a pas de... Il y a rien. On ne comprend pas ça. Donc la Constitution promulguée ne peut pas être au contraire la Constitution. Et l'organe créé par cette Constitution ne peut pas se mettre à juger de la constitutionnalité des actes créés par la Constitution et des actes posés par le Constituant qui a le peuple souverain. Voilà la question. Alors donc, ceux qui parlent de décision politique, ils ne comprennent rien à rien. Et ça, il faut le dire et le répéter. On n'est pas sur un domaine politique, on est resté dans le domaine technique. Donc, j'ai écouté assez de ces choses-là. Le drame, c'est quand des partis politiques vont sur ce terrain, je dis, mais ils étalent leur incohérence, ils étalent leur ignorance. Je vais aller plus vite, ils étalent leur inculture. Parce que un parti politique doit être entouré de sachants, qui doit leur montrer le chemin. Et ils en ont, Agapit Napoléon. J'ai pas l'impression. Parce que quand ils parlent de décision politique, c'est qu'ils sont parlés, c'est eux qui cherchent que la Cour aille dans le domaine politique. Ils ont voulu que la Cour continue de se fourvoyer dans les secteurs, dans les champs qui n'étaient pas les siens, mais que d'autres cours ont choisi délibérément de faire. Les décisions n'étant pas susceptibles de recours. Le contrôle de constitutionnalité ayant évolué avec des spécialistes qui ne s'entendent pas toujours sur la question. Hein, ça dépend de quelle école vous êtes. Je ne vais pas rentrer dans les grandes théories doctrinales. Donc je vais rester purement dans mon analyse, dans mon champ d'analyse politique, mais d'analyse politique de quelqu'un qui connaît le droit public. Et donc, en la matière, je ne vais pas rentrer chez des gens, mais il y a plusieurs écoles de contrôle de constitutionnalité. Mais le premier contrôle, le contrôle ferme, c'est le contrôle des normes constitutionnelles, c'est le contenu de la Constitution elle-même, et non aller chercher des normes hors de cette Constitution qu'on vient l'insérer en créant de nouvelles normes et de demander qu'on l'insère à la Constitution. On a pu voir ça. On a pu voir des cours constitutionnels réécrits. Des lois à la place du législateur. Aïvo lui-même dénonçait très jeune cette fonction de co-législateur que la Cour essaie de se donner. Aïvo a dénoncé, Dandiamo a dénoncé, pour ne parler que des et justement, où il disait... À Kérékoro, il y a plein de gens, il y a plein de Béninois qui pensent que la Cour agrégés qui ont dénoncé cette fonction de la Cour qui lui permet de sortir de son champ pour aller revendiquer le champ législatif, par exemple, avec le parlementaire. Et moi, jeune journaliste parlementaire, j'ai été quand même ahuri. C'est ça qui m'a poussé peut-être à me concentrer et à essayer donc de m'instruire, me cultiver sur les décisions de la Cour constitutionnelle. On est en 1997, si je ne me trompe, lorsque la Cour étudiait la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature. Je me rappelle encore. Et il y avait une disposition de la Constitution, hein, et qui disait que le président de la République, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, avis, n'a pas dit avis conforme, n'a pas dit avis motivé, a dit avis. Alors, les députés, dans la loi organique, ils ont mis après avis. Non, après avis, comment on appelle, avis consultatif. Comment on a dit ça? Un avis qui n'oblige pas le chef de l'État. Donc, consultatif. Consultatif, voilà, excusez-moi. Donc, après avis consultatif. La Constitution, c'est avis. Les députés ont mis avis consultatif. La Cour constitutionnelle a dit non, vous devez mettre avis conforme. Ça change tout. Ça change tout. Alors, les députés furieux disent, ah non, c'est pas possible, il ne leur appartient pas de nous imposer, tout ça. On va mettre alors le texte de la Constitution. Et ils ont mis avis. La Cour constitutionnelle a dit, on a bien dit de mettre avis conforme. Ils étaient obligés de le faire. Mais ils ont râlé, ils n'étaient pas contents. Et moi, j'étais curieux de me demander, mais pourquoi la Cour peut se permettre de mettre conforme là où le constituant n'a pas voulu mettre conforme? Avis, c'est ouvert. Et lorsqu'on met avis, il est plus consultatif que conforme. La preuve, le chef d'État nomme le président de la Cour constitutionnelle et de la Cour constitutionnelle après avis du président de l'Assemblée nationale. Par exemple, on n'a pas dit avis conforme, on a dit avis. Le chef d'État forme le gouvernement après avis du bureau de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Donc, pourquoi au niveau du Conseil supérieur de la magistrature on met avis conforme? Donc, c'est déjà, j'ai pris cet exemple-là, hein, je ne vais pas rentrer dans le code de la famille où la Cour s'est égarée, c'est tellement égarée, aller chercher des trucs bizarres, où on intègre, on reformule, on réécrit, on fait... Et tout ça fait créer une confusion et fait croire à tous que la Cour peut aller dans tous les sens. C'est une question d'école, c'est vrai, mais à un moment donné, notre Cour constitutionnelle a fait le choix de
vagabondé largement au-dessus de la Constitution et avec l'aval de la classe politique. Et donc, comme ça arrache tout le monde applaudit. Et comme l'autre a appelé, Joël Aïvo avait appelé en son temps, sous l'impuissance de l'exécutif et du législatif. Exactement. De l'exécutif et du législatif. Parce que, comme je dis, ça arrangeait tout le monde. Ça arrangeait tout le monde. Et donc, personne. C'est un peu comme cette révision de la Constitution de 2006 qui aurait pu aboutir en juin 2006. Les députés ont voté. Ils ont respecté. Non, en fait, il y avait des vices de procédure. Dans le choix, parce qu'ils n'ont pas pris par les deux phases. Ils n'ont pas pris en considération avant de passer à la révision. Et au lieu que la Cour s'occupe de la question de la procédure, ce dont elle n'avait qu'à s'occuper, c'était juste de contrôler est-ce que la procédure éditée à l'article 155 et 154 et 155 était respectée. C'est que ça qu'elle avait à faire en matière de contrôle de constitutionnalité de la procédure de révision de la Constitution. Et non le contenu. La Cour fait quoi? Laisse totalement tous les moyens formulés par les requérants, laisse tout, et va chercher les conditions dans lesquelles ça a été voté, que à partir du moment où les députés ont fait une révision qui ne concerne que leur mandat, et ils n'ont pas fait un large débat national pour aller chercher un consensus qui avait valeur constitutionnelle, que donc pour défaut de consensus, la révision ne peut pas aboutir. Et donc, a introduit une norme, comme je vous l'ai dit, qui a fait l'objet de nombreux écrits. Beaucoup de projets de droit public, de praticiens, comme de doctrinaires, de spécialistes, ils ont écrit parce qu'ils ne se sont pas entendus toujours là-dessus. Parce que, justement, comme je dis, il y a plusieurs écoles en la matière. Mais est-ce que c'est ce qu'on a demandé quand on dit contrôle de constitutionnalité, article 114 de notre Constitution? Vous regardez, on n'a pas demandé à la Cour d'aller au-delà, normalement. C'est de contrôler est-ce que les lois sont conformes à la Constitution. Est-ce que les actes sont conformes à la Constitution du 11 décembre. Elle est le gardien de la Constitution, mais elle n'est pas le gourou ultra-constitutionnel ou supra-constitutionnel qui peut créer des normes, les retirer, les compléter. Non. Or, c'est ça qui s'est passé. On a créé une norme en 2006, contrôle et consensus à valeur constitutionnelle. Une notion dont la définition juridique n'a jamais été actée par elle-même, la Cour constitutionnelle. Elle est partie de, oui, la conférence nationale, qu'on a refusé, que la configuration du pouvoir, mais le pouvoir constituant de l'Assemblée nationale, dès lors que la procédure de révision de la Constitution est consacrée, lorsque la procédure est suivie, le pouvoir constituant de l'Assemblée nationale échappe à la Cour constitutionnelle, qui est un élément dérivé de cette Constitution-là. Or, l'Assemblée nationale, constituant et institution dérivée de la Constitution, la même Constitution lui a conféré le pouvoir de s'ériger en constituant lorsque la proposition, le projet est prise en considération, premièrement, et après, lorsque, par les 2 tiers et par les 4/5, on vote, ou alors on va au référendum. Donc, ça c'est aussi clair que ça. Alors, ceux qui opinent doivent connaître cette procédure. S'ils ne connaissent pas, c'est comme si vous voulez parler des pathologies, et vous pensez que tout le monde peut parler parce que j'ai des douleurs au ventre, on peut dire que bon voilà, tout le monde dit, ok, quand j'ai douleurs au ventre, donc c'est bon de vendre, c'est non, c'est ci, c'est ça. Est-ce qu'ils peuvent opiner? Il y a des spécialistes. Je pense que... Et justement, je voudrais vous relancer sur une réaction d'un spécialiste, Joël Aïvo, pour le nommer, le professeur Joël Aïvo, qui estime que la Cour constitutionnelle, à travers cette décision du 7 janvier 2021, refuse de jouer son rôle de régulateur. Joël Aïvo il a été subtil. Et il a dit quoi en plus? Et bien évidemment, il pense que depuis quelques temps, avec les décisions de la Cour, que nous avons perdu notre gardien, et donc le gardien de la Constitution. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Au contraire, c'est maintenant que, avant on avait perdu le gardien, on avait plutôt un gourou, on avait un monstre supra-constitutionnel, et aujourd'hui on a un gardien de la Constitution. Ça, c'est également, on n'est pas d'accord sur ça. On n'a pas perdu le gardien, et lui-même a dénoncé, en 86, dans un très bon texte, ces irruptions de la Constitution hors de ces normes. Le fait que la Cour constitutionnelle piétine les autres institutions à leur corps défendant, parce qu'elle s'octroie des limites, elle ne s'octroie plus du tout de limites dans les décisions qu'elle prend. Il a dénoncé. Bon, évidemment, jeune agrégé, peut-être que il voit les choses autrement. Et aujourd'hui, avec l'expérience, c'est son droit. On peut opérer des revirements.
tout comme la Cour, celle-ci a opéré un revirement également. Elle a quitté les postures de divagation des anciennes cours pour revenir, pour se recentrer. Ça, c'est un débat du sachant. C'est une question du droit public. Et cela doit faire le débat et éclairer la lanterne du peuple. Il n'y a pas que quelques gueux par-ci ou là, ou des gens, tout le monde, parce qu'on on touche la politique, on vient dire que les décisions politiques, on savait déjà ça, des trucs comme ça. Non, on est dans une matière trop technique pour que n'importe qui vienne opiner. On n'est pas dans ça. C'est ça. Il faudrait qu'ils apprennent à au moins laisser aux sachants le domaine qui est le leur. Et lorsque le professeur dit que la Cour a refusé de jouer son rôle régulateur, ici, il ne s'agit pas de réguler. Ici, il ne s'agit pas de réguler. Et c'est là qu'il y a une confusion qu'il faut qu'on lève. On ne parle pas ici de régulation. On parle de contrôle de constitutionnalité. On parle d'un acte posé par le constituant. Comment vous voulez que la Cour constitutionnelle régule un acte posé par le constituant? Comment vous voulez que la Cour constitutionnelle régule? Comment on va... Voilà une question. En fait, cette régulation, peut-être, en fait, je ne sais rien. Pour le professeur Joël Ivo, j'espère qu'un jour, il pourra nous... Non, il pourrait peut-être donner ce sujet à l'un de ses doctorants. Par exemple, voilà, le pouvoir régulateur de la Cour constitutionnelle en contrôle de constitutionnalité d'un acte du souverain. D'un acte souverain, d'un acte de constitution souverain. Donc, en fait, d'un acte du peuple souverain. Ça va donner lieu à beaucoup de littérature. Après, il faut bien continuer les conclusions. Comment vous voulez que la Cour constitutionnelle, institution créée par la Constitution, régule ce que la même Constitution a édité comme norme? C'est impossible. C'est-à-dire que le professeur peut-être Joël Ivo estime que, puisqu'on ne s'entend pas sur... puisque les acteurs, certains acteurs politiques ne s'entendent pas sur le mode opératoire, ou du moins l'application du parrainage, la Cour ne devrait pas donner quand même la ligne à suivre. On dirait que vous ne comprenez pas. On n'est même pas encore dans le fond du sujet. La question de savoir, est-ce qu'elle est compétente à... Et justement, n'allez pas... En fait, le fait de ne pouvoir pas aller dans le contenu, ça gêne certains. Ça ne peut pas les gêner. Ça gêne ceux qui ne sont pas dans le domaine. Donc, ceux qui sont incultes au domaine. Ça dit que ceux qui sont étrangers, je préfère utiliser le mot étranger. Ceux qui sont étrangers au domaine. Ça peut les déranger. Mais ils n'ont qu'à se taire. Parce que quand on ne sait pas, on se tait. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, les sachants. Ils savent, les professeurs, les spécialistes de la question, ils savent bien qu'il y a plusieurs écoles. Donc, du coup, lorsqu'on opine en spécialiste, il faut savoir qu'on opine selon une certaine vision de la lecture. Mais il ne faut pas dire que la Cour a refusé de jouer son rôle régulateur. Il ne peut pas dire ça. Il ne doit pas dire ça. Il ne doit pas dire ça. La Cour n'a pas refusé. Bien au contraire, la Cour a refusé de vagabonder. Le rôle régulateur de la Cour est le juge dans le dernier alinéa de l'article 114, qui est au niveau du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ici, la Cour n'a pas été consultée sur le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. La Cour a été consultée sur le contrôle, sur l'inapplicabilité d'un texte. La Cour dit, mais quel est moi mon problème alors que le constituant même qui allait chercher sa chose? Moi, je ne peux pas me permettre d'aller sur ce terrain-là. Il est souverain, il a créé ses normes. Donc, il n'y a que lui pour changer. Il n'y a que lui pour changer. C'est comme ça, ça fonctionne. Il n'y a que lui pour changer. Donc, il n'y a pas un autre organe au-dessus du peuple souverain pour changer quoi que ce soit. Et que ce soit en référendum, ou que ce soit par parlement. Parlement même avec un seul parti, tant qu'on est allé aux élections. Et l'élection a été ouverte à tout le monde, et des gens, par paresse ou bien par jeu politicien, ne se sont pas mis sur la ligne pour aller aux élections. Ce Parlement est le représentant légitime et légal du peuple, souverain. Et donc, ce Parlement, lorsqu'il se met en cette posture de constituant, il n'y a plus rien qu'on peut enlever à ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut au moins s'entendre sur ça? Après, les notions de sociologie qu'on peut intégrer, d'anthropologue, voilà, les notions anthropolo-sociologiques et autres, sont d'autres éléments. Est-ce que politiquement, la décision est soutenable? Là, c'est un autre débat. Là, on rentre dans des rapports de force. Or, j'ai lu que, justement, que la Cour a créé, a laissé les gens dans une logique de rapport de force. Mais justement, c'est ce rapport de force qui est créé par la démocratie libérale. C'est le rapport de force. C'est sur le terrain que vous vous battez. Donc, le parrainage est un acte politique. C'est un acte politique qui vous permet, en tant qu'individu,
alors que vous voulez aller à l'élection, de vous battre pour aller chercher, pour aller convaincre des élus. Alors donc, on ne les regarde plus comme des partisans, comme des militants, on les prend comme des élus parce qu'ils ont ce statut d'élus du fait qu'ils ont participé à une élection et on leur a donné un mandat. Justement, vous parlez du parrainage politique. En tout cas, Nadin Kokodé estime que le parrainage que nous avons au Bénin, le parrainage donc d'élus, est hautement politique et il n'existe nulle part dans ce monde. Et la journaliste qui l'interviewait a manqué de lui dire, mais et le parrainage qui se passe en France? Il lui aurait pu lui poser cette question. Et le parrainage qui se passe en France? Dans quelles conditions le parrainage a été introduit par le général de Gaulle? Comment on est passé des grands électeurs au suffrage universel en France? C'est ça. Alors donc, le docteur Kokodé, il est médecin. Oui, bon, il n'est pas du droit public, donc on peut comprendre. Mais alors quand on parle, quand on manipule ces notions, il faut les manipuler en toute connaissance de cause. Je dis, lorsque les partis de droite et de gauche françaises se mutualisent contre le Front National pour l'empêcher de gagner des sièges, comment on appelle ça? C'est politique ou c'est technique? Et pourtant, c'est en France, la grande démocratie, c'est au nom des parrainages. Lorsque un parti autorisé, comme le Front National, son candidat doit cravacher dur pour avoir des parrains pour aller aux élections. Aujourd'hui, il faut 500 parrains d'élus. Dès qu'on dit élu, c'est politique. Dès qu'on dit élu, c'est politique. Parce que l'élection se joue dans une posture. Et l'élu vient d'un camp. Mais l'élu doit se mettre au-dessus. Mais ça, c'est à lui de le savoir. Et après, il vient d'un parti. Il est élu. Donc, c'est au nom de l'élu qu'on lui dit de prendre. Et parfois, en France, on nous a appris et on nous a familiarisé à ce que des élus prennent la posture de militants pour barrer la route à un parti qui dit dangereux, alors que le parti est autorisé à exister. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le docteur, quand on aurait pu faire allusion chez lui en France, depuis près de 60 ans, ce phénomène est en cours. Au départ, 100 parrains, aujourd'hui, on est à 500 parrains. Politique. Dans l'anonymat. C'est le Conseil constitutionnel français qui rend public, qui contrôle cette affaire-là. Alors, donc, est-ce que cette distinction que fait Dr Kokodé, est-ce que ce n'est pas par rapport au nombre de partis que nous avons au Parlement? Parce qu'il dit, nous ne contestons pas le parrainage, mais peut-être parce qu'au Parlement, nous avons des partis politiques et ces deux partis politiques ont la plupart des parrains. C'est-à-dire qu'on doit écrire le droit au fur et à mesure que ça change au Parlement. C'est-à-dire que le droit, c'est de l'humeur de chacun. Non, il est impersonnel, la loi, elle est impersonnelle. Et donc, elle survit au temps. Donc, elle n'est pas là à temps et à contre-temps. Et puis, elle est là à temps et à contre-temps. Elle n'est pas c'est un élément dans la loi est fille de son temps. Mais à partir du moment où il existe comme loi, il faut qu'elle encore, elle survive. Elle peut survivre. On a parlé de Jésus Takoué ici avec l'ordonnance de Jésus de 69 ou 68. L'ordonnance n'a été abrogée qu'en 1994. Je l'ai dit une fois. Donc, l'ordonnance a suivi. Alors que cette ordonnance-là est sur le colportage, toujours sur le président Jésus, ça n'a été abrogé qu'après la loi 2015-7 sur le code de l'information. Alors que c'est une décision qui n'avait même pas de loi. Et la Cour suprême, c'était une ordonnance de 1914. Ça n'a été changé que tout récemment avec la loi sur la réforme du Ça vous dit que, en réalité, quand c'est créé, c'est impersonnel. Et ça peut rester aussi longtemps. Donc, il ne faut pas qu'on regarde les contingents d'aujourd'hui pour dire les tests sont mauvais. Les élections législatives de 2019, on passe déjà 2 ans, non? Mais dans 2 ans, il y aura de nouvelles élections. Ceux qui maugraient sur 2019, mais ils ne sont pas... C'est comme si la vie s'arrête en 2019. L'élection présidentielle de 2016, c'est en train de finir aujourd'hui. Il y en a qui l'ont eu mauvaise depuis là et qui ont du mal à se réadapter. C'est dommage. Il y aura des élections en 2021, il y en aura en 2026, il y en aura en 2031, il y en aura en 2036. Il y aura des élections toujours. Donc, il ne faut pas aujourd'hui, peut se corriger demain. Mais les gens ont l'impression que c'est leur temps qui est le temps, que rien n'a existé avant eux, et que devant c'est du vide. Non, c'est une courte vue. C'est une courte vue. Oui, on dit voir loin, commander court. D'accord. Mais il faut apprendre à voir loin. J'ai l'impression qu'on a l'impression que derrière, il n'y a rien, et que devant, c'est vide, et qu'on a créé son monde soi, et on est dedans, et ça va finir avec soi. Non. Il y a tellement de gens intelligents qui ont disparu, et que ce monde se porte encore beaucoup mieux, il me semble, avec de nouveaux défis à relever. Alors donc, dire que la Cour a refusé son régulateur, mais pas au contraire,
la Cour n'était pas dans le rôle régulateur là. C'est le rôle de contrôle, de gardien de la Constitution. Et à la matière, la Cour a joué au gardien. Nous avons fini avec les serments. Il faut que les gens comprennent d'où nous venons. J'ai eu à dire que j'ai sorti quelques situations. Et quand le professeur Aévo critiquait cette éruption de la Cour dans le domaine législatif, ou bien parfois même au-dessus du constituant, comme d'ailleurs le professeur Dandiyamou, comme le professeur Akerekoro, comme certains autres. Le professeur Debo qui a parlé de l'ingéniosité politique. De l'ingéniosité politique ou sociopolitique, par exemple. Et donc, quand vous les prenez tous, ils contestent que la Cour puisse s'ériger. Même le professeur Djobrenou, aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, n'a pas compris comment en 2009, une décision, alors que la Cour suprême, ce qu'on appelle la décision à tort, comment la Cour suprême, qui est juge de normes judiciaires, juge en dernier ressort en matière judiciaire des comptes et administratifs, sans un arrêt. Donc, qui clôt normalement, qui termine les niveaux de recours. Et que la Cour constitutionnelle, dans son ingéniosité supraconstitutionnelle, et donc dans son défi à la Constitution, se permet d'aller prendre le même arrêt sous une forme de saisine sur la question des droits de l'homme, et donc avec des procédures alambiquées liées aux droits de l'homme, ou bien une sorte de paravent. On est allé chercher cette décision de la Cour suprême que la Cour constitutionnelle a cassé, par exemple. Alors, la Cour constitutionnelle qui casse une décision de la Cour suprême au nom des droits de l'homme, c'est extraordinaire. C'est une dérive, en fait, du juge constitutionnel. Mais comme ces décisions sont susceptibles de recours, est-ce que les deux institutions vont se combattre? Bien, ça n'a pas eu lieu. Je ne suis pas... Et le comble dans l'affaire, c'est que l'avocat de la partie, d'une des parties, enfin la partie qui a perdu à la Cour suprême, c'était le président de la Cour constitutionnelle de l'époque. L'avocat de la partie qui a perdu, c'était le président de la Cour constitutionnelle de l'époque. Et donc, alors quand vous prenez tout ça là, vous dites, il y a eu trop d'errements supra-constitutionnels ou ultra-constitutionnels, ou en train de défier à la Constitution de la Cour constitutionnelle, qui s'est toujours cru au-dessus de la Constitution. Dénoncé par le président Djobrenou lui-même. Dans un très beau texte par ailleurs. Et donc, ça ne m'étonne pas que depuis que le procès est en place, Djobrenou, qui n'est pas un spécialiste du droit public, qui est un privatiste, mais depuis qu'il est en place, je pense qu'il tente avec ses collègues de remettre la Cour au cœur du contrôle de constitutionnalité, de son rôle initial, de l'esprit de notre constitution de 1990. Et ça, n'importe quel juriste, enfin, qui n'est pas métissé politique, un juriste qui n'est pas métissé politique, doit pouvoir le reconnaître. Que la Cour, qui est là aujourd'hui depuis 2018, essaye de remettre le contrôle de constitutionnalité au cœur. Ce n'est pas la seule décision, il y a eu d'autres déjà, où il a corrigé, où il a ramené le droit, la Cour dans son champ. Parce que les cours antérieurs, les gens ayant sorti tellement de champs que beaucoup ont cru que c'est la mission normale de la Cour d'aller sur ce terrain-là. Il va falloir quand même du temps pour comprendre ça. Absolument. Quand on a vécu des errements, il faut du temps maintenant. C'est pour ça que je dis que ceux qui ne connaissent pas et qui commentent, on peut les comprendre. Mais normalement, quand on ne connaît pas, on n'opine pas. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Et il faut aller voir peut-être ceux qui connaissent pour que les sachants les aident à expliquer ça. Donc ceux qui ne connaissent pas ne doivent pas opiner là-dessus. C'est pas parce que tout le monde parle politique que même on peut parler politique. Il y a des matières sur lesquelles vous ne pouvez pas opiner parce que c'est un champ suffisamment régulé et technique. Ensuite, mais ceux qui connaissent, ils doivent reconnaître cette Cour. Et cette décision, je pense que ça va faire l'objet de bien des écrits, de beaucoup d'écrits, parce que ça c'est un revirement en fait de l'organe de notre Cour constitutionnelle qui tourne dos à une posture qui existe depuis pratiquement la première ou la deuxième mandature. On est à la 8e. On est à la 8e, si je me trompe. Donc, cette 8e mandature tourne dos à des postures que depuis la deuxième mandature, pratiquement, la Cour a pris. Donc, comme je vous l'ai dit, la Cour de deuxième mandature, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e,
se sont offert le confort d'être un organe supraconstitutionnel au-dessus du peuple souverain. Alors, finalement. Et donc, la Cour a déjà opéré plusieurs révisions de la Constitution avant celle de 2019. Par ses réécritures, par ses compréhensions, je vous l'ai dit, là où on a mis avis, on dit avis conforme. Donc, on a réécrit le texte de la Constitution, ça nous dit. Et ainsi de suite, sur beaucoup d'aspects. Sur même la révision de la Constitution, on a créé le consensus. Après, on a créé des options fondamentales à la Constitution, des options fondamentales à la Convention nationale. Après, on a créé, au nom de l'égalité, année commencée, année due. Alors que cette bizarrerie de 39 plus 1. cette bizarrerie de 2015, par exemple, hein, ça ne doit pas continuer. Normalement, c'est pour ça que j'ai toujours prôné que la société scientifique soit épargnée. C'est-à-dire que celui qui veut quitter la société scientifique pour aller à la société politique, dans la vie politique, non, on devrait opérer sa rupture. Il quitte l'un pour aller vers l'autre. On quitte l'un pour aller vers l'autre. Parce que ce métissage, cette cohabitation entre les deux, nous conduit à un vampirisme de la pensée. On ne raisonne plus, on déraisonne et on désinforme en prenant sa pensée comme la pensée et après son option. Sur le champ politique, la question peut être résolue. Le parrainage est un sujet politique. Alors si la Cour constitutionnelle avait été consultée sur la régulation des institutions, elle aurait donné peut-être, en ne parlant pas de la révision de la Constitution, en disant peut-être que par rapport au mode, par exemple, du parrainage. Par exemple, la question de l'anonymat. Je veux parler, voilà. Donc, au mode de parrainage, pas la régulation. Au mode de parrainage, le mode. Est-ce que c'est anonymat ou public? Ça, elle ne peut pas dire. Elle peut renvoyer les gens au texte de la Constitution qui n'a pas expliqué quel type de mode. Donc, en disant que, bon, voilà, en la matière, elle ne peut pas donner le mode. En tout cas, donc, du coup, ça veut dire qu'elle laisse le soin à l'organe chargé des élections de dérouler. Or, ce que déroule la Sénat aujourd'hui, c'est le plus simple possible. C'est-à-dire que dans l'anonymat, celui qui a donné le parrainage peut dire j'ai parrainé. Je peux écrire sur ma page Facebook que j'ai parrainé tel candidat. Je suis un élu. Je dois rendre compte à mon peuple, à mes mandants, en disant j'ai parrainé tel candidat ce jour. Et donc je salue, ça ne veut pas dire que je le soutiens, mais son dossier peut être soumis au peuple souverain pour être présenté comme candidat à l'élection présidentielle. Je peux l'écrire. Oui. Et donc, je vais jouer mon rôle d'élu. La Sénat a pris une position à minima pour ne pas créer une situation qui peut échapper aussi au parrain. Donc, du coup, la Cour aurait pu, si la Cour était saisie de cette manière, elle pourrait dire, ok, ça, moi, je ne... Justement, les responsables quand même de mouvement encore sont disponibles à pouvoir aller encore devant la Cour avec d'autres recours. Donc, on pourrait peut-être avoir un recours sur le mode opératoire, du parrainage, sur d'autres choses. Les formulations sont déjà en train d'être distribuées. À partir du 12. Et d'ici là, 12 au 31. Voilà. Et donc, d'ici là, bon, c'est vrai que le contentieux lié aux élections est enfermé dans des délais. Mais cette décision du 7 janvier a déjà, je pense qu'elle constitue comme la décision cadre générale pour les élections. Et les gens qui doivent aller aux élections, ils doivent comprendre qu'on ira aux élections avec le parrainage. Le mandat du président de la République se termine au moment où il passe service, à son successeur. Donc, aucune date n'est dans la Constitution. Dans le 4e dimanche du mois de mai. Le mandat du président en cours s'achève au moment où il passe service à son successeur. Voilà. Aussi clair que ça, on n'a pas besoin de littré ni de la russe pour comprendre. En tout cas, certains croient au respect par le Bénin des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Justement, c'est l'attente après ce verdict de la Cour constitutionnelle, la CADHP, qui est hautement sollicité ces temps-ci. En fait, il y a une sorte de passion ou bien une sorte d'envie démesurée de voir le Bénin abandonner sa marche vers le développement. Ces réformes. Le peuple souverain du Bénin a fait des options. Mais vous pensez que c'est une Cour africaine qui va changer ces options?
Une cour ne changera pas ses options. Le peuple souverain a fait c'est le peuple souverain qui a dit que les textes, les accords que nous avons, auxquels nous avons souscrit, ont une valeur parfois supérieure à la Constitution. Oui, d'accord. Mais le peuple, le principe, c'est la souveraineté. Le droit d'ingérence a un autre problème, mais le principe général, c'est la souveraineté. La souveraineté. Donc, la notion de souveraineté des États prime sur tout le reste. Et donc, on a beau être parti à des accords, on doit pouvoir respecter nos accords au nom de la parole donnée, c'est sûr. Mais s'il y en a qui perturbent l'équilibre socio-politique ou constituent des freins au développement, on fera comme les États-Unis. Les États-Unis parfois refusent de ratifier les traités. Et même là où ils l'ont ratifié, parfois ils refusent de l'appliquer. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas utile pour le peuple, ce n'est pas productif. Vous voyez que les atermoiements entre les pays européens et l'Union européenne, parfois la Commission européenne, parfois le Conseil, comment ils se chamaillent parfois sur des équilibres, sur des décisions, parce que ce n'est pas de la fatwa, ce n'est pas une décision dictate, ça ne peut pas être une dictate. Ça doit être dit et appliqué de manière cohérente par les États. Et donc, en la matière, on ne peut pas renvoyer aujourd'hui le Bénin aux décisions de la Cour africaine. La Cour africaine, c'est le Bénin, Bénin est parti, le Bénin peut quitter, mais tant que le Bénin est membre, le Bénin agit. Il y a eu des décisions de la Cour africaine que le Bénin a exécutées, notamment au niveau de la criette, par exemple. Alors donc, on ne peut pas dire que le Bénin n'exécute pas. Mais un individu ne peut pas faire une injonction en la matière quand c'est une norme ONU et c'est une norme étatique, c'est une norme nationale, supranationale, ce n'est pas les individus. Eux, ils peuvent donner leur avis, ils peuvent donner leur desiderata, mais quand on voit des partis politiques qui renvoient, ah oui, c'est bon, c'est leur mission de le faire, c'est sûr. Mais après, ça n'arrête pas le processus électoral, c'est comme on va dire. Alors, quand des individus, donc pendant que les partis réclament ces choses, s'il y a des individus qui ont envie d'aller aux élections, des personnalités qui doivent aller aux élections, ils doivent savoir qu'il faut qu'ils aillent chercher des parrainages. S'ils ne le font pas, ils ne peuvent pas aller aux élections. Il ne faut pas qu'ils disent demain qu'on les a exclus. Voilà le problème. Il y a quand même le chef de l'État qui poursuit sa deuxième phase de la tournée présidentielle. Ndali, il a d'ailleurs commencé par Perere et Ndali, Tukuntuna dernièrement, et ça se déroule. Le discours n'a toujours pas changé, le discours du chef de l'État. Par exemple, pourquoi le Bénin, bien évidemment, est traduit devant des juridictions. Pourquoi, par exemple, les opposants ne demandent pas à la criette de pouvoir quand même faire des enquêtes sur tel dossier ou tel autre. Patrice Talon en a parlé aussi, Agapit Napoléon Maforican. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quand le président ne réagit pas, il a dit ce qu'il doit dire. Tout simplement. Et oui, la phase de tournée, ça se passe. Et puis l'euphorie, toujours, avec le même discours quand même. Le discours, on croirait que, parce que Satan, le 1er février n'est pas loin, le discours pourrait quand même un peu être moins rigide. Non, le discours n'est pas rigide, c'est le discours présidentiel. Le discours, il n'est pas rigide. C'est le chef de l'État. Son discours n'est pas lié au temps. C'est un discours lié à sa vision de l'État. Donc, il ne peut pas moduler le discours selon, parce que le 1er février, et puis c'est quoi le 1er février par ailleurs? Ah ben, lui, son mandat finit quand il aura passé service à son prochain. Donc, pendant ce temps, il est encore chef de l'État. Tout à fait, mais du 1er au 4, vous savez, il faut les candidatures qui seront... Ça n'arrête pas sa fonction. Ça n'arrête pas sa fonction. Donc, il agit, le chef de l'État. Il est en mission de reddition de comptes. Donc, il parle, il sort ses vérités. Il dit ce qu'il a envie de dire, ce qu'il doit dire au peuple. Il ne peut pas changer. Il peut pas, ce qu'il a dit à Malanville, 2 mois plus tôt ou 1 mois plus tôt, il ne peut pas dire le contraire en carrément. Ce qu'il a dit à Badi Kwara, il ne peut pas dire le contraire à Segbana. Ce qu'il a dit à Kandi, il ne peut pas dire le contraire à Gogounou. Donc, ce qu'il a dit je ne sais pas où encore, à Kopago. Et à Djougou, il ne peut pas dire le contraire à Wake ou à Kopago. C'est-à-dire, c'est le chef de l'État qui circule dans les maires, dans les communes de sa juridiction. Et qui doit, il y a le même langage. C'est vrai que les thématiques changent parfois, mais la fermeté du langage, la satisfaction du travail accompli, l'exigence de maintenir le rythme
l'impartialité face à un certain nombre de dérives et la nécessité d'atteindre des objectifs donnés, c'est toujours la posture présidentielle. C'est depuis 5 ans qu'il fonctionne de cette manière. Ceux qui le suivent voient qu'il fonctionne de cette manière depuis 5 ans. Pourquoi changerait-il aujourd'hui? Parce qu'il y a février, ces postures qui s'adaptent au temps vous trompent demain. Parce que vous avez dit ça aujourd'hui, demain vous êtes obligé de changer. Non. Vous voyez, on fait dire au chef de l'État beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, on fait dire au candidat Patrice Talon beaucoup de choses, des choses qu'il avait dites en tant que candidat. C'est qu'il ramène certaines choses. Mais d'abord, celui qui parlait, c'était un candidat. Ce n'était pas encore le chef. Là, maintenant, il expérimente la fonction. Et autant qu'ils sont, qu'ils s'appellent Nils Fossoglo, qu'ils s'appellent Mathieu Kérékou, qu'ils s'appellent Boni Yahi, tous, entre la campagne et l'exercice de la fonction, il y a un fossé qu'ils ont pu comprendre quand ils ont pris la fonction. Et donc, mais tenir le langage de vérité pendant que vous êtes dans la fonction, c'est ce qu'il faut. Et le chef d'État l'a fait partout, a dit ce qu'il faut dire. Aujourd'hui, il dit clairement que c'est un autre temps. Nous avons vécu un autre temps qu'en 2016. Nous tous. Il ne s'est jamais exclu. Mais qu'il faut bien que nous changions et qu'on a commencé ce changement. Et par la force des choses, ce changement porte ses fruits parce que le peuple l'appuie. Partout, la liesse qu'il a observée lors de cette tournée montre que le peuple appuie le changement. Et donc, ce n'est pas quelques diatribes d'individus ou des alarmistes qui sont dans des postures donc de tout noircir et qui se sont nourris toujours de cette posture de mauvais augure. Et donc, pour qu'on puisse les attirer et leur donner ce qu'on a, l'autre appelle le biberon, l'autre appelle la louche ou la cuillère, ce n'est pas cette posture qui ont toujours fait vaciller des régimes avant, c'est pas ça qui va le faire changer lui. Et donc, la différence entre la gouvernance Talon et les précédentes, c'est que pour une fois, on a un chef d'État, comme on le dit dans le langage, dans le jargon médiatique, qui reste droit dans ses bottes, qui sait où il va, qui s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs et qui les atteint, sans rien enlever au respect de la Constitution. Bien au contraire. Voilà un président qui veut imposer le mandat unique par la voie constitutionnelle lorsque les gens cherchent le troisième mandat ailleurs. Et donc, lui dit non, on n'ira pas au troisième, c'est plutôt on va rester à un. Parce que la recherche du second mandat peut amener l'homme politique à ne pas faire ce qu'il doit faire. Il a joué la recherche de la popularité. Exactement. Il a joué là dans la parole. Qui l'en a empêché? Les députés. Ceux qui crient aujourd'hui. Ailleurs, la norme sur le continent, c'est troisième mandat. Ici, c'est le premier mandat. C'est un seul mandat. Les gens ont refusé. Est-ce qu'il doit aller contre le peuple? Le peuple souverain, c'est le Parlement. Le Parlement a rejeté. Il n'est pas allé au référendum. Le Parlement est le peuple, représente le peuple souverain parce que c'est une loi constitutionnelle qui n'a même pas été prise en considération. Donc du coup, ça ne lui donne même pas l'ouverture d'aller au référendum, sauf à engager une autre procédure. Ça dit non, c'est la seule révision qu'il a tentée. Les deux autres, c'est parlementaire. Les gens oublient de le dire. C'est comme si la dernière révision de la Constitution, c'est un acte du gouvernement. Non, c'est un acte d'élu. Et l'honorable, le député Allez Soutin, Richard, l'a si bien démontré ce week-end. Il a bien dit. C'est un acte parlementaire. Et lui l'a assumé. Comme l'honorable Orden l'a souvent dit également. Donc, c'est un acte parlementaire. Les gens l'oublient et mettent ça au gouvernement. Voilà un président. Alors que les gens manipulent les textes. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre? Alors que les gens manipulent les textes, oui. Voilà un président à qui on dit non, va t'ingérer dans le processus électoral, va arrêter le processus, va prendre des ordonnances. Parce que ailleurs, les gens auraient pu faire irruption dans le domaine qui n'est pas le leur. Ce qui s'est passé en 2019 est dramatique. On l'a oublié, mais il ne faut pas être amnésique. C'est l'amnésie qui nous conduit dans les dérives. Et c'est l'amnésie qui fait que nous tournons en rond. On ne doit pas être amnésique. Des gens l'ont supplié. Des gens, des chrétiens scientifiques africains, des gens estimés au niveau des personnalités pour dire ah oui, arrête le processus. Si jamais vous allez aux élections, c'est la déclaration. Mais après, on est allé aux élections. On a un parlement qui tourne. On aurait souhaité, comme lui-même a voulu, que ce parlement soit peut-être pluraliste. Mais qui a refusé? Est-ce qu'on peut forcer les gens à aller aux élections?
ce qui se passe dans le pays, c'est pas que tout le monde... Le président est le premier à dire, je ne peux pas avoir un parlement comme celui-là. Donc, président de l'Assemblée, faites tout pour... Mais il est encore là, président des démocrates. Mais pourquoi ils n'ont pas été aux élections? Il ne peut pas dire que quelqu'un les a empêchés. C'est le président d'honneur. Bon, il l'a toujours dit. C'est le président d'honneur qui lui a dit quitter ce compromis-là et qu'on donne le certificat à tout le monde. On dit que la Constitution n'a pas prévu de certificat de conformité. Et la Cour constitutionnelle qui gère le contentieux. Et la Cour constitutionnelle qui est régulateur. C'est là la fonction régulatrice. Quand la Cour dit, mais c'est comme tel que la Sénat a parlé, c'est exactement les pièces. Normalement, vous y allez. Vous y allez. D'ailleurs, c'est tellement logique cette affaire, mais on ne va pas revenir encore là-dessus. Lorsqu'on vous dit que vous devez être un parti politique pour aller aux élections, si vous n'êtes pas en conformité avec les nouveaux tests qui entrent en vigueur, alors que l'élection a lieu en avril, 28 avril, et les nouveaux tests entrent en vigueur pour les anciens partis le 31 mars ou le 18 mars. Alors, sous quelle connotation vous allez alors à l'élection en vrai? Donc, et heureusement que pour le 11 avril, on n'a pas besoin d'être parti politique. Donc, c'est pour dire quoi? Que quand vous dites que le chef de l'État ne change pas de... Comment vous voulez qu'il change de discours? Lorsque il comprend qu'il est entouré, que ce soit société civile, que ce soit parfois confession, religieux, que les gens sont dans une posture ancienne, qui n'ont pas compris qu'il faut changer. Lui, il est resté dans la... Donc, il appartient maintenant à la jeunesse. Et c'est ça, moi, mon interpellation. C'est à la jeunesse, parce que les changements d'aujourd'hui ne peuvent impacter que durablement. Il faut que ce soit durable pour être ancré dans les habitudes. Moi, les agitations d'aujourd'hui, je les comprends. Je rencontre des gens franchement intéressants, des gens... En fait, vous trouvez que c'est des agitations? Oui, c'est des gesticulations, parfois normales, mais c'est des gesticulations, des agitations qui sont compréhensibles. Parce que je vois des gens qui sont vraiment des gens bien, qui ne sont pas dans une position partisane, mais qui ne comprennent pas toujours, qui ont l'impression qu'on défend parfois du faux, ou qu'on est dans des postures. Je dis non, on n'est pas dans les postures. On veut que le Bénin se développe. On a cru au changement. On a cru à la refondation. On a été déçus à des moments donnés. Aujourd'hui, depuis 2016, on a un nouveau départ qui fonctionne. On a des objectifs qui sont en train d'être atteints. On ne peut pas ne pas apprécier. Bon, on ne fait pas d'omelette sans casser les yeux. Mais aujourd'hui, ça marche. Et moi, là où il n'y a même pas eu deux fois cassés, c'est cette décision de la Cour constitutionnelle. Je pense qu'il faudrait peut-être que notre Cour vraiment se maintienne sur cette foi. Parce que c'est le défi aussi. Voilà, il faut qu'elle se maintienne et qu'elle fonde. Quand c'est régulation de l'action publique, je l'ai déjà dit une fois, si on avait, moi j'avais à dire quelque chose dans la réforme de la Constitution, moi j'aurais opté tout simplement qu'on divise le rôle, qu'on sépare le rôle de contrôle de constitutionnalité du rôle de régulateur du fonctionnement des institutions. Et que le rôle de régulateur, qu'on les confie à une assemblée des anciens chefs d'État et autres. Bref. Mais aujourd'hui, la Cour fait les deux. Et a même un rôle sur les libertés publiques, les droits de la personne humaine. Et donc, la Cour a trois fonctions. Et dans les trois fonctions, parfois, les gens ne voient pas la différence entre les trois fonctions. On peut même aller plus loin. La Cour est juge du contentieux, de tout le contentieux de l'élection présidentielle. Donc, au-delà de ces trois fonctions, il y a encore, lors des élections, la Cour a des fonctions particulières. Donc, lorsque vous ne détachez pas, vous ne distinguez pas l'une des fonctions de l'autre, on peut vite s'embrouiller. Le contrôle de constitutionnalité, c'est sa première fonction et elle est enfermée dans un certain nombre de logiques, même s'il y a des écoles qui s'affrontent en la matière. Notre Cour a sorti le 7 janvier, comme je l'ai dit, c'est une décision historique qu'on doit apprécier à sa juste valeur et que je suis sûr que des spécialistes ne vont pas rater l'occasion d'écrire et donc de donner à cette Cour acte de son revirement et donc de son recentrage qui fait honneur à notre Constitution. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforkan, consultant politique. Vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de votre décryptage, le décryptage de la semaine de ce 10 janvier 2021. Bonne suite de programme sur nos antennes.